regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Ce soir c'est l'affaire Devon Erickson, alors il y a énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me demander de traiter cette affaire. Alors ça commence dans la ville de Highlands Ranch dans le Colorado, c'est une ville qui se situe juste au sud de Denver. On est le 7 mars 2019. Devon Erickson, 18 ans, et Alec McKinney, 16 ans, se rendent à l'école ce jour-là. Alors, a priori, une journée comme les autres. Ils portent chacun une housse de guitare, mais à l'intérieur de ces housses de guitare, il y a des armes à feu. Le matin des événements, Devon est en classe, puis il dit qu'il se sent pas très bien, donc il va d'abord aux toilettes, il vomit, ensuite il va à l'infirmerie, il y reste quelques temps. Quand il est à l'infirmerie, il envoie un message Snapchat à Alec en lui disant de sortir de classe. Alec ne lui répond pas tout de suite, donc Devon lui envoie un autre message pour lui dire « je ne ferai pas ça tout seul ». Alec finit par lui répondre et lui dit « on a tout planifié, on a tout organisé », et Alec lui dit on y va maintenant. Donc Devon retourne en classe, donc il arrive en cours de littérature britannique, il est un peu en retard puisqu'il était à l'infirmerie. Les élèves sont en train de visionner un film, donc Devon entre dans la salle de classe, il ferme la porte derrière lui, il va à l'arrière de la pièce, il sort une arme à feu et il dit que personne ne bouge. Un des élèves qui s'appelle Kendrick Castillo se jette immédiatement sur lui, ce qui va donner l'opportunité à ses camarades de se cacher sous leur bureau ou de s'échapper et de sortir de la salle de classe. Kendrick va recevoir une balle dans la poitrine et à ce moment-là, il y a deux autres élèves, Brendan et Joshua, qui vont se jeter sur Devon à leur tour et qui vont le neutraliser. Joshua recevra une balle dans la jambe et dans la hanche et Brendan ne sera pas touché. Alec, on ne sait pas exactement où il est dans l'école, ce qu'on sait c'est qu'il va blesser 8 élèves. Pendant que la police est en chemin, il y a un tweet qui circule et qui prévient la population locale d'éviter la zone de cette école. Il y a également des ambulances qui sont dépêchées et des bus scolaires pour évacuer les élèves et le personnel de l'école. À l'intérieur de l'école, on entend un message qui passe constamment et qui prévient que l'école est en état d'urgence, les lumières sont éteintes. Je suis pas certaine que ce genre de procédure existe dans les écoles françaises ou même européennes. Je pense que les lumières éteintes, c'est tout simplement pour que le tireur ou les tireurs ne puissent pas voir les personnes, ne puissent pas voir les gens et donc ne pas leur tirer dessus. Évidemment, il y a des appels au 911 qui sont passés, donc autant par des étudiants que par les membres du personnel. Certains élèves envoient des messages à leurs parents, dont une jeune fille notamment qui envoie un message à sa mère où elle lui dit « je t'aime », puis elle ne répond pas pendant quelques minutes, et là sa mère est paniquée et elle lui dit « j'espère que tout va bien, dis-moi que tout va bien, sinon je vais paniquer ». Et du coup les fusillades dans les écoles aux États-Unis c'est quelque chose de tellement... c'est pas fréquent, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent, disons, donc cette maman-là, je pense que comme n'importe quel parent d'élève, en recevant ce genre de message et pas avoir de réponse pendant les quelques minutes qui suivent, son cœur s'est arrêté, je pense que n'importe quel parent à sa place aurait eu la même réaction. Il se trouve que la jeune fille qui a envoyé ce message à sa mère, donc elle finit par sortir de sa classe et elle voit comme une coulée de sang par terre, puis elle la suit du regard et là elle aperçoit des policiers qui sont en train d'arrêter de neutraliser un étudiant, il s'agit de Devon Erickson et c'était son ex-petite amie. Au départ, les policiers, quand ils arrivent devant l'école, ils ont du mal à entrer et je pense que c'est à cause de l'état d'urgence, je crois qu'il y a automatiquement les portes qui se verrouillent, donc ça c'était le premier obstacle, et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils ont du mal à identifier le tireur. Ils savent même pas au départ qu'il y en a deux. On leur dit qu'il a les cheveux roses, puis on leur dit qu'il a les cheveux violets, puis on leur dit qu'il a un haut à capuche avec écrit Nirvana dessus. Enfin, c'est vraiment chaotique et très confus. Dans cette école, il y a des agents de sécurité qui ne sont pas armés, mais il se trouve que l'un d'entre eux avait une arme sur lui ce jour-là, et par accident, il a tiré sur deux étudiants, deux élèves. En fait, dans le chaos de la situation, il a vu quelqu'un avec une arme à feu, en fait, il s'agissait d'un policier, mais il ne le savait pas, donc il a tiré, et par accident, ça a touché deux étudiants dans une salle de classe qui était juste à côté. C'est des agents de sécurité qui ont réussi à neutraliser Alec, et c'est les policiers qui ont arrêté
Devon. Faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi qui empêche d'être en possession d'une arme à feu au sein d'une école, et du coup, cet agent de sécurité, il n'était pas censé l'avoir sur lui. Mais au final, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire, tout simplement parce que d'une, il a contribué à l'arrestation d'Alec McKinney, donc il a forcément sauvé certaines vies ce jour-là, et il a aussi été déterminé que ses actions étaient en concordance avec une autre loi qui stipule que si on est dans une situation face à laquelle on estime qu'il y a un réel danger de mort ou de blessure très grave, on a la possibilité d'utiliser la force, quitte à même ce que on tue la personne qui est à la source de ce danger. La fusillade va durer environ 20 minutes, 8 personnes sont blessées au total, c'est uniquement des élèves, des étudiants, 2 sont en état critique, ils vont être tous transportés à l'hôpital et tout le monde va survivre. Par contre, Kendrick, qui est l'élève qui a sauté sur Devon en premier et qui a reçu une balle dans la poitrine, va mourir de ses blessures, va mourir de cette blessure dans sa salle de classe. Kendrick est décrit par sa famille et par ses amis comme une personne très intelligente, quelqu'un de très aimant. Il était passionné de technologie, il avait même remporté quelques récompenses quand il avait participé à des concours sur la robotique, il rêvait de travailler pour la NASA, et 3 jours après la tragédie, il allait recevoir son diplôme, l'équivalent du baccalauréat. Il a l'air d'être plutôt proche de sa famille, particulièrement son père. Son père dit que c'était un bon garçon, qu'il avait été élevé avec des bonnes valeurs, qu'il aimait les autres et qu'il prenait soin des autres. Because of what he did, others are alive, and I thank God for that. I love him, and he's a hero. He always will be. It's no surprise that if danger was facing him, he would approach it. He was extraordinary. Nothing can beat love. Nothing. And you know, if you spend your time with your kids and you teach them that, you know, you've done your job well. That's all I want people to know. Sa mère, malheureusement, dira qu'elle attend toujours qu'il rentre à la maison. Tout le monde dans sa famille est bien sûr dévasté. Pendant le procès, le père de Kendrick dira aussi que Alec, puisque Alec a beaucoup pleuré pendant le procès, et il dira que pour lui c'est des larmes de crocodile. Il estime que Alec est un monstre. Tu m'as pris quelque chose qui est irremplaçable, je ne serai jamais en paix. Personne ne peut comprendre ma douleur, et personne ne peut m'enlever cette douleur, elle est éternelle. Il précisera aussi quelque chose d'important, c'est qu'il estime que des capacités mentales diminuées, enfin il l'a formulé comme ça, c'est pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qu'il veut dire par là, c'est que même si une personne a des problèmes d'ordre psychologique, c'est pas ce qui devrait permettre qu'on leur pardonne d'avoir tué quelqu'un. Et il ajoutera que ce crime était organisé et bien orchestré et que ces 2 tueurs sont des monstres. Donc, je reviendrai un petit peu plus en détail sur le côté trouble psychologique. Le 15 mai, donc quelques jours après la tragédie, environ 2000 personnes se sont réunies dans le gymnase de l'école pour honorer la mémoire de Kendrick. Et à un moment donné, il y a un officier de police, alors il me semble que c'était un officier de police, qui s'est exprimé et il a commencé à parler du port d'armes, de la législation autour du port d'armes, etc. Alors il y a plein de personnes qui se sont levées et qui sont parties et qui étaient tout simplement outrées du fait que eux étaient là pour honorer la mémoire de ce héros, de Kendrick. Eux, ils sont là, ils sont en train de parler de politique, c'était juste pas le moment de faire ça, donc il y a plein de personnes qui se sont levées et qui sont parties. We are pretty much really mad because they turned us into politics about gun control when we came here to respect our brother Kendrick. Il y a autre chose aussi qui a été fait pour honorer Kendrick Castillo, c'était un cortège de Jeep, donc il s'est rendu à ses funérailles. Alors Kendrick, il adorait les Jeeps, donc tous ses amis en témoignent. D'ailleurs, il avait économisé et il s'en était acheté une lui-même. Et du coup, la famille et les amis voulaient que Kendrick soit emmené à ses funérailles comme il l'aurait aimé. Et la propre Jeep de Kendrick, c'était son père qui la conduisait ce jour-là. Dans cette tragédie, il n'y a pas eu seulement la perte d'une vie, celle de Kendrick Castillo, qui était si jeune, qui a été à quelques jours d'obtenir son diplôme. C'était un être humain vraiment extraordinaire, tout le monde ne disait que du bien de lui. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ont survécu, donc non seulement les personnes qui étaient présentes ce jour-là à l'école, mais aussi les personnes qui sont indirectement affectées par cet événement, donc les parents d'élèves, les voisins, etc. Tout le monde a été traumatisé. Alors je pense qu'on peut comprendre à quel point ce genre d'événement est traumatisant. Alors là, sur cette photo, par exemple, on voit cet enfant qui est en train d'être évacué et qui est en train de pleurer. Enfin, c'est une photo qui déchire le cœur. Il n'y a pas seulement des lycéens dans cette école, en fait, c'est une sorte de complexe qui réunit une école primaire, un collège et un lycée. Il y a beaucoup de personnes qui étaient ce jour-là à l'école et qui diront plus tard que le traumatisme est tel qu'il y a énormément de bruit ou même des odeurs qui vont leur rappeler et leur faire revivre cet événement. Et le pire dans cette histoire, c'est que malheureusement, il y a eu une autre fusillade au mois de mars
de cette année, donc le mois dernier. Alors c'était pas dans une école certes, c'était dans une petite supérette je crois, il y a eu 10 victimes. L'événement a été diffusé en plus en live sur Facebook, je crois par le tueur. Enfin, je me suis pas trop penchée sur la question, mais du coup bah, ça a rouvert une blessure qui est même pas encore refermée pour toutes les personnes qui ont été impliquées dans la fusillade dont il est question dans cette vidéo. Le père de Kendrick s'est exprimé à nouveau pour ces personnes-là qui sont en train de vivre cette tragédie, et il a dit que quand le tireur survit, parce que des fois le tireur, bah, il se suicide à la fin, la perte d'un être cher, c'est que le début, et ce qu'il veut dire par là, c'est que le procès va durer une éternité, et que les familles des victimes vont être forcées de perpétuellement revivre ce traumatisme encore et encore, un cauchemar qui dure sur des années. Qui sont les tireurs. Alors je sais pas si certains le savaient ou pas, parce que toutes les personnes qui m'ont demandé de traiter de cette vidéo m'ont demandé l'affaire Devon Erickson, mais en fait il y a 2 tireurs. On va commencer par Devon Erickson. Alors il est né en 2001 dans le Colorado, il habite avec ses parents et sa sœur, il n'a pas de casier judiciaire, a priori c'est un adolescent tout ce qu'il y a de plus normal. D'après son contenu sur les réseaux sociaux, alors c'est quelqu'un qui aime les hamburgers, le skateboarding, le paintball, il déteste les chrétiens à cause de l'homophobie, d'après ses dires. Il déteste Trump, il adore Obama, il rêve de devenir acteur. En fait, il a joué dans 2 pièces de théâtre, c'était des petites productions locales, et il y a pris goût. Il a même envoyé son CV à Walking Dead dans l'espoir d'être dans la saison 5. Il aime aussi jouer de la guitare, alors dans le clip qu'on a vu au début, c'est lui qui était en train de chanter, et d'après mes trouvailles, il est chanteur et il est aussi guitariste dans un groupe de rock. A posteriori, il y a juste un truc qui était peut-être un peu bizarre. Un de ses likes Facebook, c'était une page sur les AK-47. Bon, Devon a l'air de plutôt bien s'entendre avec sa mère. Sur un post Facebook, un jour il écrit « Bonne fête des mères à la meilleure maman du monde, tu as toujours été là pour moi même quand j'éprouve des difficultés. Parfois, il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire, je sais, je suis nulle en maths. T'es toujours là pour m'aider et t'es toujours très compréhensive. Je t'aime maman. » L'enquête révélera que quand Devon s'est fait arrêter, il avait le mot « God », Dieu, écrit sur sa poitrine. Alors, je crois que c'était pas un tatouage, je crois que c'est juste lui qui l'avait écrit comme ça. La police va évidemment se rendre à son domicile afin de fouiller la maison, et dans le placard de ses parents, ils ont trouvé écrit sur le mur, avec du vernis à ongles il me semble, « Les voix ont gagné ». La voiture de sa mère a été remorquée pour faire des analyses et aussi pour chercher s'il n'y avait pas une bombe à l'intérieur. Je sais pas pourquoi une bombe en particulier, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Sur la voiture, ils ont trouvé des tags, alors il y avait un pentagramme, il y avait écrit 666, et il y avait aussi F Society. Si tu connais la série Mr. Robot, bah tu sais probablement ce que ça veut dire. Si tu ne l'as pas vu, ça veut dire Fun Society, mais ça veut aussi dire F Society. Bah faut regarder la série pour comprendre, et je t'invite à le faire parce qu'elle est vraiment cool. Et au passage, je précise que c'est absolument pas une série qui fait la promotion de la violence ou du meurtre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout une série qui est violente, c'est l'histoire d'un groupe de hackers dont le leader s'appelle Mr. Robot. En gros, voilé un peu comme les Anonymous qui s'attaquent au capitalisme, quoi. Il y a quand même un parallèle que j'ai trouvé intéressant avec le personnage principal de cette série qui s'appelle Elliot. Elliot est un addict, c'est un drogué qui souffre d'anxiété, de dépression, d'hallucination et de paranoïa. Bon, j'ai trouvé que c'était intéressant. Concernant la fusillade, quand Devon sera interrogé par la police, il dira que c'est Alec qui était derrière tout ça, c'est lui qui en a eu l'idée, et lui n'a fait que le suivre. Visiblement, Alec lui aurait envoyé un message sur Snapchat en lui disant ce jour-là de ne pas venir à l'école. C'est absolument pas logique, ça n'a absolument aucun sens, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est Devon qui a fourni les armes. En fait, ils sont allés, il me semble que c'était à leur pause déjeuner, ils sont rentrés, ils sont allés chez Devon, tous les deux, donc Alec et Devon. Ses parents ont un coffre-fort dans lequel il y a des armes à feu, ils ont pris une hache, ils l'ont ouvert et ils ont récupéré les armes. La deuxième raison, c'est que Devon a fait partie de l'organisation de cette fusillade. Ils se sont tous les deux mis d'accord sur comment ça allait se passer, ils ont même décidé quelle entrée ils allaient utiliser, parce que comme je le disais, c'est une même école où il y a 3 écoles, donc il y a différentes entrées, et un des deux, alors je sais pas lequel, mais un des deux a eu l'idée de passer par le collège, parce qu'il n'y a pas de détecteur de métaux, donc c'est par là qu'ils ont pu apporter leurs armes à feu. A priori, le plan, au départ, c'était que Devon soit une sorte de garde, et il avait pour tâche de surveiller les sorties et de dire à tout le monde de ne pas bouger et de ne pas sortir. C'est pas ce qui s'est passé, ça de toute façon c'est uniquement ce que Devon dit, et je pense que c'était uniquement pour minimiser le rôle qu'il a joué dans la fusillade, dans ce qui s'est passé, et c'était aussi pour crédibiliser un peu ces dires selon lesquels la mort de Kendrick était accidentelle, qu'il n'avait pas l'intention de lui tirer dessus, puisque son rôle n'avait pas été déterminé comme tireur, comme tueur. Il devait juste être
surveillant des portes, enfin surveiller les portes. Devon dira aussi à la police que quand Brendan et Joshua se sont jetés sur lui pour le neutraliser, il s'est vite laissé faire, il a tout de suite donné son arme, il s'est rendu très facilement. Brendan et Joshua diront que c'est absolument pas ce qui s'est passé, non seulement il est en train de viser la tête de ses camarades, mais en plus, quand ils sont venus pour le neutraliser, il s'est pas laissé faire, il s'est débattu. Si Kendrick ne s'était pas pris une balle dans la poitrine, ce qui a donné l'opportunité à ses camarades de le neutraliser, Devon aurait probablement tué d'autres personnes. Même s'il dit qu'il n'avait l'intention de tuer personne. Tu te pointes dans une école avec des armes à feu et t'as l'intention de tuer personne. Ok, c'était quoi le projet en fait? Alors Devon prétendra qu'il a tiré une seule fois et qu'il a tout de suite regretté, et c'est pour ça qu'il s'est rendu très facilement. Bon, ça c'est du bullshit, on le sait. Il insiste sur le fait que c'était pas son idée, qu'on l'a forcé, et il dira même que Alec l'a forcé et l'a menacé de le tuer avec une hache s'il refusait de participer. En racontant ce qui s'est passé en détail toute cette journée-là, Devon expliquera aux enquêteurs, à la police, que quand ils sont allés à son domicile pour récupérer les armes, ils ont bu de la vodka et ils ont pris de la cocaïne. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas courant dans les fusillades, en tout cas quand c'est des fusillades qui sont organisées, qui sont préparées à l'avance. En général, le tireur ou les tireurs ont envie d'avoir la tête claire, les idées claires et d'être hyper concentrés. Par rapport à Devon et le fait que ce soit quelqu'un qui utilisait de la drogue ou pas, ça c'est quelque chose qui était pas clair. Ce qui est sûr et ce que lui a confirmé, c'est qu'il en a consommé le jour des événements, mais est-ce que c'était une habitude qu'il avait déjà avant? C'est pas clair. Par rapport à un éventuel trouble psychologique, alors là encore une fois, c'est pareil, c'est pas quelque chose dont on est au courant, soit qu'il n'a pas été diagnostiqué, soit c'est quelque chose qui n'a pas été révélé à la presse et que donc je n'ai pas pu trouver dans mes recherches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les avocats de Devon ont décidé d'aller sur cette voie-là. Et du coup, il y a des expertises, des évaluations qui doivent être faites par des professionnels. Certains amis de Devon diront que Devon leur avait fait part de certains troubles de santé mentale, troubles psychologiques. Ses amis diront aussi qu'il avait un sens de l'humour plutôt dark et qu'il était souvent dans la provocation. Et par rapport à tout ce que ces personnes, non seulement ses amis mais aussi ses camarades de classe, par rapport à tout ce qu'ils savent de sa personnalité, certains diront qu'ils ne sont pas choqués que lui faisait partie des tueurs. Devon aurait aussi fait part à ses amis du fait qu'à la maison, il y avait des choses qui n'allaient pas très bien. Ça venait peut-être du fait qu'il était adopté. Ça c'est une info que j'ai trouvée, mais j'ai trouvé que dans un seul article, donc je sais pas s'il a réellement été adopté, je pense que oui. Et du coup, les problèmes à la maison, on sait pas de quel ordre ils sont, il y a pas grand chose sur le net, mais ce qu'on sait, c'est qu'il en a fait part à certains de ses amis. Alec McKinney. Alors Alec, c'est une histoire tout autre. Alec est né fille, il s'appelait Maya McKinney, il est né en avril 2003. Ses parents habitent à Castle Rock, donc c'est une ville qui se trouve à peu près à 30 km au sud de Highlands Ranch, donc c'est la ville où se trouve l'école. Ses parents, José et Morgan, alors on sait pas comment ils se sont rencontrés, ils ont Alec en 2003, en 2007 ils auront un garçon, et en 2008, ils auront une autre fille. Malgré le fait que José est très violent avec sa femme Morgane, elle va quand même accepter sa demande en mariage et ils se marient en 2009. Très peu de temps après ça, José est arrêté pour tentative de kidnapping et menace avec une arme sur Morgane, sur son épouse. Il est envoyé en prison et il demandera lui-même à ce qu'il reste en prison puisqu'il a un problème d'abus de drogue et d'alcool. Il faut peut-être que je précise le fait qu'il ait demandé à rester en prison. Bon, je pense que tu regardes suffisamment la télé pour savoir que aux États-Unis, il y a une pratique qui se fait souvent, c'est la libération sur caution. Quand tu te fais arrêter, en fait, tu as la possibilité, en attendant ton jugement, tu as la possibilité d'être libéré sur caution. Donc le juge va fixer un prix, un montant. Ça peut être 1000 $, 5000 $, 100 000 $, ça peut monter jusqu'à des millions selon l'affaire. Et si la personne ou si quelqu'un de sa famille paye cette somme, tu peux sortir de prison en attendant ton jugement. Faut savoir que c'est une pratique qui existe en France, mais elle est très peu connue, enfin du coup les gens souvent ne savent pas que ça existe, et c'est tout simplement parce que c'est pas courant, ça ne se fait pas, enfin ça se fait très peu, et quand bien même il y aurait cette possibilité-là, la procédure est tellement longue et tellement relou que c'est pas quelque chose qui se fait en France du coup. Pendant que José est en prison, Morgane fait la demande de garde exclusive de leurs 3 enfants et elle l'obtiendra. José va passer 15 mois en prison avant d'être déporté au Mexique puisqu'il n'a pas les papiers. Morgane fera ensuite une demande de divorce en 2014 et celle-ci lui sera accordée en 2015. José, d'une façon ou d'une autre, il arrive à revenir aux États-Unis, il est à nouveau déporté, et au total, il va se faire déporter au Mexique 3 fois. Alors, faut savoir que Alec, au cours de sa vie, il aura
non seulement des problèmes d'ordre psychologique, et aussi des problèmes d'addiction. C'est peut-être lié au fait que son père était très souvent absent, qu'il avait un casier judiciaire, il était aussi témoin de la violence de son père envers sa mère à la maison, et par-dessus le marché, puisqu'il est transgenre, donc il est né fille et il a souhaité devenir garçon, je sais pas quand exactement, bah il se faisait beaucoup embêter à l'école par rapport à ça. Certains membres de sa famille vont complètement nier le problème d'addiction, par contre ses amis étaient parfaitement au courant. Ils savent qu'Alec fume de la marijuana, il prend de la cocaïne, il prend aussi des médicaments comme le Xanax, et en fait son addiction, enfin ses addictions avaient pris de telles proportions qu'ils avaient peur qu'il se suicide et ils ont voulu intervenir. Je ne pense pas que Devon faisait partie de ce petit groupe d'amis qui voulait aider Alec. Je ne crois pas. La mère d'Alec était au courant des problèmes de son fils, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne voulait pas qu'il prenne de testostérone dans le cadre de sa transition. Concernant les problèmes d'ordre psychologique dont Alec souffrait, alors je ne sais pas, encore une fois, s'il y a eu un diagnostic de fait d'établi, je pense que oui, puisqu'il a été en hôpital psychiatrique à quelques reprises, et en tout cas ce qu'il a confirmé à la police, c'est qu'il entendait des voix. Il a aussi dit à la police que le fait de prendre de la drogue, bah, ça l'aidait à plus ou moins manager ce problème, mais ses amis diront le contraire, en fait ça s'était tellement aggravé qu'ils avaient eu envie justement d'intervenir. Ses amis ont confirmé le fait qu'Alec leur avait avoué qu'il entendait des voix, qu'il avait des hallucinations et que parfois il avait des pensées, mais qui n'étaient pas les siennes. Un article a fait mention du fait que Alec prenait des médicaments, donc il suivait un traitement par rapport aux voix qu'il entendait, et qu'à un moment ça allait mieux, mais il a décidé un jour d'arrêter de prendre ses médicaments parce qu'il voulait que les voix reviennent, pour qu'il ne se sente pas seul. Donc comme je le disais, Alec a fait quelques séjours en hôpital psychiatrique à cause des voix qu'il entendait, mais aussi à cause de son automutilation. À un moment donné, il avait commencé à se couper, un ami dira plus tard que ça pouvait aller des chevilles jusqu'aux épaules. Il avait des coupures vraiment un peu partout sur le corps. Alec expliquera aussi que les voix dans sa tête lui disaient de se couper et de se couper de plus en plus en profondeur parce que c'était quelqu'un de mauvais, c'était pas une bonne personne, il était comme son père et il méritait de mourir. Certaines de ces coupures étaient même tellement profondes qu'il aurait fallu les recoudre, hein, faire des points de suture, mais Alec refusait toujours d'aller à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas que sa mère soit au courant. Bon, évidemment, elle a fini par le savoir. Lors de son interrogatoire, Alec révélera aussi à la police qu'il a des pensées suicidaires depuis l'âge de 12 ans. Après la fusillade, son intention c'était de se suicider, et d'ailleurs sur les caméras de surveillance de l'école, on le voit à un moment qui pointe l'arme sur sa tempe. Il expliquera que petit à petit ses pensées suicidaires se sont transformées en pensées meurtrières. En tout cas, c'est doucement devenu un désir de vouloir blesser les autres comme les autres l'avaient blessé lui. Il y a un incident qui a été mentionné à la police par un des amis d'Alec, et c'est un incident où il était question de médicaments. Un jour, Alec a donné du Xanax à une amie. Enfin, il a une notion bizarre de l'amitié, mais du coup, il lui a donné du Xanax, elle a fait une overdose, mais elle a survécu. Et ça a valu que Alex soit pas vraiment incarcéré, en fait c'était un genre de centre de détention pour mineurs, mais c'était pas vraiment un centre de détention, c'est une sorte de centre dans lequel des jeunes qui font des bêtises un peu comme ça vont suivre un traitement, suivre une thérapie, et on les aide aussi à se débarrasser de leur addiction. Et justement, en fait, ce centre, il a pour vocation d'éviter que les jeunes entrent dans le système judiciaire et carcéral. Donc dans ce centre, Alec suit une thérapie, il prend aussi un traitement pour ses addictions, pour l'aider à se débarrasser de son addiction, de ses addictions, mais il a raconté plus tard à son petit ami qu'il avait trouvé un moyen de déjouer le système parce que dans ce centre on leur faisait des tests d'urine. Comme Alec est transgenre, quand il allait dans la pièce pour donner son échantillon d'urine, l'officier, qui était un homme, n'avait pas le droit d'être à l'intérieur de la pièce, donc il en profitait pour échanger les échantillons. Alors je pense que c'est un autre adolescent du centre qui du coup lui donnait un échantillon d'urine clean, et visiblement il se serait jamais fait prendre. Il faut savoir que Alec et Devon ils se sont rencontrés seulement quelques mois avant la fusillade. Ils se sont très vite attachés, ils sont vite devenus amis. Alec dira qu'ils prenaient de la drogue ensemble. À ma connaissance, c'est pas quelque chose que Devon a confirmé. Alec confirme que c'est bien lui qui a eu l'idée de la fusillade. Il en a parlé avec Devon, ils ont commencé à organiser tout ça, et tout ça leur a pris seulement quelques semaines, puis ils sont passés à l'action. J'ai trouvé ça quand même un peu bizarre, le fait que Devon, en apparence, il avait une vie de famille plutôt normale, il s'entendait bien avec sa mère, il avait certes un sens de l'humour un peu dark, il était un peu sarcastique et tout, mais rien de bizarre. Mais le fait que lui soit un des tireurs, ça n'a pas trop choqué certains de ses camarades de classe. Par contre, Alec, qui était suicidaire, qui prenait de la drogue, qui prenait des médicaments, qui s'automutilait,
lui, ça a choqué tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné et qui ont dit, par rapport à Alec, qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça. Le procès d'Alec McKinney commence en février 2020, il plaidera coupable, en espérant pouvoir un jour être libéré. Parmi les chefs d'inculpation, on trouve meurtre au premier degré, conspiration à commettre un meurtre, possession d'une arme à feu au sein d'un établissement scolaire, ce qui est interdit, possession d'une arme à feu par un mineur, et ça c'est seulement pour citer quelques-uns parmi les 17. La grande question évidemment c'est pourquoi. Pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Pendant son interrogatoire et aussi au procès, Alec expliquera que c'était pas par rapport à son père qui était absent, c'était pas par rapport aux disputes de ses parents, en fait il voulait se venger. Certains de ses camarades d'école se moquaient beaucoup de lui, ils refusaient de lui parler comme à un garçon. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils étaient dégoûtés du fait qu'il soit transgenre et qu'ils le détestaient. Pendant le procès, Alec dira « Je voulais qu'il souffre et je voulais qu'il soit traumatisé comme moi j'ai été traumatisé dans ma vie. » La STEM School, donc l'école STEM, ça a été la pire expérience de ma vie. J'étais entourée par des personnes négatives qui ne faisaient que parler de suicide. Il admettra qu'il a manipulé Devon parce que c'était très facile, il dira que c'était juste un imbécile qui a très vite sauté sur l'occasion. C'est une amitié quand même particulière. Hein. Alex s'excusera pendant le procès à la famille Castillo, donc la famille de Kendrick, l'élève qui est décédé. Il dira qu'il regrette ce qu'il a fait, il s'excusera aussi auprès de ses camarades d'école, auprès du personnel de l'école, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été affectées indirectement par cette tragédie. Il encouragera aussi tous les enfants, adolescents qui sont dans cette même situation à se faire aider. Il dira si quelqu'un a pour projet d'organiser une fusillade dans une école, faites-vous aider. Je sais que la douleur que j'ai causée est beaucoup trop lourde à porter pour qui que ce soit. Je ne mérite pas de clémence ou de pardon, je ne veux pas une sentence faible. La famille d'Alec est présente au tribunal, sa mère témoignera et elle dira qu'elle ne comprend pas pourquoi il s'est passé ce qu'il s'est passé. Elle commencera aussi à s'excuser à la famille Castillo en leur disant « J'aimerais vous dire à quel point je suis désolée » et là, la famille Castillo, ils sont sortis de la salle d'audience, ils n'avaient pas envie d'écouter ce qu'elle avait à dire. Elle suppliera le juge de faire preuve de clémence, elle demandera à la cour de prendre en considération le jeune âge de son fils, même si elle dit que certes ça n'excuse pas, mais elle espère vraiment que la cour fera preuve de clémence. Elle s'adressera aussi directement à son fils et elle lui dira « Tu peux réparer ce que tu as fait, je t'aimerai toujours ». En juillet de la même année, donc en juillet 2020, Alec McKinney a été condamné à la prison plus 38 ans, sans la possibilité de libération conditionnelle pendant 20 ans. Par rapport au fait que Alec soit transgenre, il y a eu le problème de où est-ce qu'il va être incarcéré, et il a été décidé qu'il serait dans l'aile masculine de la prison, mais qu'il aurait sa propre cellule. Bon, cette partie, elle est un petit peu perturbante, moi elle m'a un petit peu perturbée. Il y a eu un hashtag qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter, « Libérer Alec McKinney ». Bon, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai que la plupart des tweets qui utilisent ce hashtag sont plutôt en mode mais qu'est-ce qu'ils ont les gens, ça va pas, c'est pas parce qu'il est transgenre que c'est carte blanche et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Il y a même des gens qui disent mais qui a lancé ce truc, qui a lancé ce hashtag. Pour ce qui est du procès de Devon Erickson, il devait avoir lieu en septembre 2020, il a été reporté à février 2021 et il a encore été reporté au 24 mai 2021. Alors, la raison pour laquelle il y a des bus encore à cette heure-ci? Je croyais qu'on était confinés. La raison pour laquelle le procès n'arrête pas d'être reporté, c'est parce que la défense, comme j'avais expliqué, ils demandent à ce qu'il y ait une évaluation psychologique de leur client, donc de Devon, et ils veulent que ce soit fait Donc, on attend. Devon Erickson plaide non coupable, alors que c'est lui quand même qui a tiré la balle fatale. Moi, ça m'énerve parce que c'est Devon qui a tué Kendrick, c'est pas Alec. Je pense qu'ils ont tous les deux leurs responsabilités et c'est très bien que Alec passe autant de temps en prison parce qu'il le mérite, mais Devon, il est tout aussi responsable. Devon a confirmé à la police que Alec voulait se venger et il avait notamment une personne en particulier qu'il voulait confronter. Je dis confronter, mais je pense qu'il voulait dire tuer. La cerise sur le gâteau, c'est que Devon a dit à la police qu'il avait essayé de sauver autant de vies qu'il pouvait. Je pense qu'il n'a pas la même définition que nous, que les gens normaux, de sauver autant de vies qu'il pouvait. Devon risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et j'espère que c'est ce qu'il aura. Il y a certains éléments que j'ai trouvés
lors de mes recherches par rapport à cette fusillade qui sont quand même assez troublants. Dans un article Wikipédia, il y a une personne qui a fait un commentaire, alors on ne sait pas trop qui c'est. L'article en question, c'est « Les programmes anti-suicide sont implémentés pour aider à réduire les taux de suicide et les tueries dans les écoles, les fusillades dans les écoles. » Il y a une personne qui a commenté « Est-ce qu'ils fonctionnent ?» Donc en parlant de ces programmes, est-ce qu'ils fonctionnent? On verra bien. Bon. C'est quand même bizarre. La police essaie toujours d'identifier l'auteur de ce commentaire. Commentaire qui, je précise, a été posté 9 jours avant la fusillade. Et il faut savoir aussi que 5 mois avant la fusillade, il y a un parent d'élève, alors on ne sait pas lequel, puisque la lettre a été envoyée anonymement au directeur de l'école, et le parent en question a fait part de ses inquiétudes par rapport à l'environnement violent de l'école. Ce parent a mentionné le fait qu'il était au courant qu'il y avait des problèmes d'agression sexuelle, des problèmes de drogue au sein de cette école, et que donc il était très inquiet. Il ou elle fait référence à la tuerie de Columbine en 1999. Je pense qu'on est tous au courant de ce qu'est la tuerie de Columbine. Je crois que c'est une des tueries dans une école qui a été la plus médiatisée. Il faut savoir que Columbine se trouve aussi dans le Colorado et c'est à peine 2 heures de route de Highlands Ranch, de l'école dont il est question aujourd'hui. Ce parent inquiet terminera sa lettre en disant que l'environnement au sein de cette école, c'est la tempête parfaite. Je sais pas si on dirait vraiment comme ça en français, que c'est la tempête parfaite, mais en gros, c'est juste que c'est le combo, la combinaison parfaite pour une tragédie, pour ce genre de tragédie. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un parallèle qui a été fait avec Columbine. Et tant qu'on est sur Columbine, je précise juste que Columbine, c'est pas la première fusillade qui a eu lieu dans une école. Loin de là, la première référencée aux États-Unis, elle a eu lieu en 1800, je crois, 49. Les fusillades dans les écoles ou les armes à feu dans les écoles aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Ce qu'on appelle la Columbine Generation, donc c'est les générations qui ont suivi après 99, donc après la tuerie de Columbine, il y a eu comme un phénomène un peu de mode. Faut savoir quand même que ça reste rare. Les tueries dans les écoles, ça reste rare. Des fusillades aux États-Unis, il y en a tous les jours. Il y a plein d'études qui sont faites sur la question. Je me suis pas trop penchée dessus volontairement, puisque je pense qu'à un moment donné, je ferai une vidéo sur la tuerie de Columbine, et du coup, je parlerai de ce phénomène-là de mode, entre guillemets, qui a suivi les événements de 1999. Je voudrais juste terminer cette vidéo avec les mots d'une amie de Kendrick qui s'est exprimée et qui a dit « Kendrick est mort pour nous, alors il faut qu'on vive pour lui ». Et j'ajoute aussi que le gouverneur du Colorado a posté un tweet dans lequel il dit « Repose en paix, Kendrick, ta bravoure ne sera pas oubliée ». Il a déclaré la journée du 7 mai comme la journée Kendrick Castillo dans tout l'État, et il a également renommé une partie de l'autoroute 470 en lui donnant le nom de Kendrick Castillo. Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Alors pour la vidéo de ce soir, ce sera l'affaire Sandy Hook, donc qui a été énormément demandée. Pour un peu pimenter les choses, j'ai décidé de procéder différemment, donc le format sera pas comme d'habitude, je vais montrer énormément d'images. Je t'invite à laisser un commentaire et à me dire si tu préfères ce format, si tu préfères le format habituel. Ça évitera aussi qu'on se moque de mon make-up jeune fille de 17 ans des années 80. Je sais pas ce qui m'a pris. Une autre raison pour laquelle je fais aussi ce format, c'est parce que j'ai trouvé plein de photos, donc c'est des archives, enfin je sais pas si c'est archivé, mais c'était des photos sur le site de la police du Connecticut, donc il y a toutes les photos des fouilles de police, de leur arrivée sur les lieux, etc. Alors je te rassure, il n'y a pas de photos de cadavres, et de toute façon je crois que c'est interdit sur YouTube, mais voilà, je te rassure, les âmes sensibles peuvent ne pas s'abstenir. Cette affaire commence dans la ville de Newtown, dans le Connecticut, c'est une petite ville de 27 000 habitants. On est le matin du 14 décembre 2012. Adam Lanza se rend dans la chambre de sa mère, Nancy Lanza. Il va lui tirer 4 balles dans la tête avec un fusil calibre 22 pendant qu'elle est encore en train de dormir. Ensuite, il se dirige dans sa chambre, il démonte son ordinateur, il enlève le disque dur et il essaye de le détruire. Il s'arme d'un fusil AR-15, de 2 pistolets semi-automatiques et d'un fusil à pompe, ainsi que quelques centaines de balles. Il monte dans le véhicule de sa mère, puis il se dirige vers l'école élémentaire Sandy Hook, école qui se trouve à environ 8 km de son domicile. Il laisse le fusil à pompe à l'intérieur de la voiture. À environ 9h30, il tire sur une des fenêtres de l'école pour entrer à l'intérieur, puisque l'école est verrouillée. La principale de l'école, Dawn Hochsprung, et la psychologue de l'école, Marie Sherlock, elles entendent des bruits sourds, elles ne savent pas encore qu'il s'agit de coups de feu, donc elles sortent pour voir ce qu'il se passe. Elles sont accompagnées d'une enseignante, Nathalie Hamon. Dès que les 3 femmes aperçoivent Adam, elles crient qu'il y a un tireur. Adam leur tire dessus et il va tuer Dawn et Marie. Nathalie
quant à elle, sera blessée. Il va ensuite tirer et blesser 2 autres membres du personnel de l'école qui se trouvent également dans le couloir. Ensuite, Adam va entrer dans le bureau principal et il ne verra pas les gens qui sont en train de se cacher. Donc il retourne dans le couloir. Tous les enseignants commencent à ce moment-là à essayer de cacher leurs élèves dans des placards, sous des tables, dans des salles de bain, là où ils le peuvent. Ils vont aussi barricader les portes, que ce soit avec des meubles ou avec leur propre corps en se mettant debout contre la porte. Les enseignants qui sont les plus proches des coups de feu vont demander à leurs élèves de faire le moins de bruit possible et ceux qui sont le plus loin vont essayer de distraire les élèves en leur demandant de faire des dessins ou en leur lisant un livre. Dans une interview qu'elle donnera plus tard, une des enseignantes qui était présente ce jour-là dira qu'elle souriait à ses élèves et qu'elle leur disait qu'elle les aimait parce qu'elle s'est dit que s'ils devaient tous mourir ce jour-là, eh bien elle voulait que la dernière chose qu'ils entendent c'est des paroles d'amour, des paroles aimantes. Adam va ensuite entrer dans la classe numéro 8 et la classe numéro 10, alors on ne sait pas dans quel ordre. Dans l'une d'entre elles, il va trouver une enseignante qui s'appelle Lorraine Rousseau et son assistante qui est thérapeute comportementale Rachel Davino. Pour information, Lorraine remplaçait une autre enseignante qui était en congé maternité. Adam va tuer Lorraine et Rachel ainsi que 14 élèves de leur classe. Ils vont tous être retrouvés près des toilettes et la police supposera qu'ils ont sûrement essayé de se cacher. Un des élèves était toujours en vie, mais son décès sera prononcé lorsqu'il arrivera à l'hôpital. Une jeune fille dans cette classe a survécu, elle s'est cachée dans un coin. Plus tard, elle dira à sa mère « Maman, je vais bien, mais tous mes amis sont morts ». Adam se rend ensuite dans une autre classe où il trouvera une enseignante du nom de Victoria Soto. Quand il rentre dans la classe, elle va lui mentir et elle va essayer de lui faire croire que ses élèves se trouvent dans l'auditorium, alors qu'en fait, ils étaient en train de se cacher. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a des élèves dans la classe, il va essayer de leur tirer dessus, mais elle va se mettre sur son chemin pour essayer de les protéger et elle va mourir de ses blessures. Adam tuera également dans cette salle de classe Anne-Marie Murphy, qui est thérapeute comportementale. La police la retrouvera avec un de ses élèves dans ses bras, élève qu'elle a essayé de protéger, mais qu'elle n'a malheureusement pas pu. Un des élèves de cette salle de classe sera également emmené à l'hôpital dans l'espoir d'être soigné, mais son décès il sera prononcé. À ce moment-là, on ne sait pas trop si Adam est déjà dans la salle de classe numéro 10 ou s'il était dans la 8 puis qu'il est revenu dans la 10. En tout cas, ce qu'il va se passer, c'est qu'à la fin de la fusillade, il se trouve dans la classe numéro 10, il pointe un de ses pistolets vers sa tempe et se suicide. Le premier appel au 911 a été reçu à 9h35 du matin. John 911, what's the location of your emergency? Sandy Hook Elementary School, 12 Dickinson Drive. Okay, I've got that. What's going on down there? I believe they're shooting at... All right, I want you to stay on the line with me. Where are you in the school? I'm down the corridor. All right, I want you to take cover. Alors juste pour information, il faut savoir que quand les premiers coups de feu ont été entendus dans les alentours de l'école, la population locale n'était pas surprise parce que visiblement, dans le secteur, il y a pas mal de gens qui possèdent des armes à feu et qui vont souvent au stand de tir. Donc il était commun, il était fréquent d'entendre des coups de feu. Dans le rapport de police, il est écrit « Il s'est passé moins de 4 minutes entre le premier appel au 911 et l'arrivée du premier officier de police à l'école. Il s'est passé moins de 5 minutes entre le premier appel du 911 et 1 minute après l'arrivée du premier officier de police, le tireur s'est suicidé. En moins d'11 minutes, 20 élèves de 6e et 6 adultes ont perdu la vie. » Fin de citation. Adam Lanza a tué 25 personnes à l'intérieur de l'école en moins de 11 minutes. Dawn, la principale de l'école, âgée de 47 ans, Marie, la psychologue de l'école, 56 ans, Lorraine et Victoria, enseignantes, 30 ans et 27 ans, Anne-Marie et Rachel, thérapeutes comportementales, et les 20 élèves, Charlotte, 6 ans, Daniel, 7 ans, Olivia, 6 ans, Joséphine, 7 ans, Anna, 6 ans, Dylan, 6 ans, Madeleine, 6 ans, Catherine, 6 ans, Chase, 7 ans, Jessie, 6 ans, James, 6 ans, Grace, 7 ans, Emily, 6 ans, Jack, 6 ans, Noah, 6 ans, Caroline, 6 ans, Jessica, 6 ans, Benjamin, 6 ans, Allison, 6 ans, et Aviel, 6 ans. Le père d'Aviel, en fait, avait créé une fondation au nom de sa fille, et j'ai découvert à la fin de mes recherches qu'il s'était suicidé il y a environ 2 ans. L'enquête de la police révélera que toutes les armes à feu qui ont été trouvées à l'intérieur de l'école, ainsi que dans la maison de la famille Lanza, avaient été achetées légalement par Nancy Lanza. Toutes les personnes qui ont perdu leur vie ont reçu plusieurs coups de feu à l'exception de 2 d'entre elles, et elles ont toutes été tuées avec la même arme, avec le fusil. Ce qui a amené la police à conclure que Adam, en fait, il rechargeait fréquemment son fusil. L'investigation de la police essaiera également de déterminer s'il n'y avait pas un autre tireur impliqué dans cette fusillade. En arrivant sur les lieux, ils n'étaient même pas sûrs qu'il y ait un second tireur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché à l'intérieur de l'école, ils se sont assurés que toutes les pièces étaient vides et ils ont également cherché
des survivants ou d'autres victimes. Une des raisons qui a poussé la police à croire qu'il y avait peut-être un autre tireur, c'est parce que juste à l'extérieur de l'école, il y avait un homme qui était juste là, et on savait pas trop ce qu'il faisait, et il est resté là longtemps après que tous les membres de personnel et tous les élèves aient été évacués. Il y avait également des personnes qui se cachaient dans la partie boisée qui entoure l'école, et pareil, ils étaient là dans les bois, on savait pas trop ce qu'ils faisaient, on savait pas trop qui ils étaient. Quasiment tout le monde a été menotté et interrogé, juste pour que la police s'assure qu'il n'y avait pas parmi eux un deuxième tireur, et ce n'était pas le cas. L'homme qui était debout devant l'école sur le parking, en fait, il se trouve qu'il s'agissait d'un parent, et la plupart des personnes qui se trouvaient près des arbres, en fait, c'était des journalistes. Juste pour information, il y avait une personne parmi les journalistes qui n'avait rien à faire là. En fait, il avait reçu un message d'alerte sur son téléphone, il était juste curieux et il a pointé son nez. Juste pour information, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand il y a une urgence telle que une fusillade ou une tempête ou une tornade ou ce genre de choses, le gouvernement envoie un message à la population locale. Et c'est quelque chose qui va être implémenté en France, a priori, d'ici l'année prochaine. Quand le corps du tireur a été retrouvé, il portait un pantalon cargo, les armes qu'il avait avec lui se trouvaient à ses côtés, il avait des bouchons d'oreilles et il portait des mitaines. La police a récupéré toutes les preuves balistiques et son corps a été emmené à la morgue. La police obtient rapidement un mandat de perquisition, donc pour fouiller la maison de la famille Lanza. La voiture de Nancy qui était conduite par Adam se trouvait sur le parking de l'école, donc ils ont vérifié la plaque d'immatriculation et ils ont retrouvé leur adresse. Donc comme je le disais, Nancy a été retrouvée dans son lit, elle a probablement été tuée dans son sommeil puisque l'autopsie révélera qu'elle n'avait pas de blessure type défensive, elle n'a pas essayé de lever les mains et de se protéger la tête, un peu comme toute personne ferait par réflexe. L'arme qui a été utilisée par Adam pour tuer sa mère a été retrouvée près du corps de celle-ci. Lorsque les policiers se sont rendus à l'intérieur de la chambre d'Adam, ils ont remarqué que toutes les fenêtres étaient recouvertes. Ils ont également trouvé le disque dur endommagé et dans son armoire ou son placard, ils ont trouvé un coffre-fort. Et là, je pense que c'est peut-être l'élément qui m'a moi le plus perturbé. Il avait plusieurs armes et des centaines de balles à l'intérieur de ce coffre. C'est quand même perturbant de se dire que sa mère l'autorisait à avoir tout ça dans son coffre, dans sa chambre. Dans la maison, la police a retrouvé un chèque, donc un chèque que Nancy avait l'intention de donner à son fils comme cadeau de Noël pour qu'il puisse s'acheter une arme à feu. Dans les affaires d'Adam, la police va également trouver un article qui date de 2008 et qui concerne la fusillade dans une école de l'Illinois du Nord. Ils trouveront également quelques photos d'un cadavre couvert de plastique et un autre article de journal d'une fusillade dans une école qui a eu lieu en 1891. Évidemment, certains membres de la famille d'Adam ont été interrogés par la police, entre autres son père, son frère, ainsi que des gens qui connaissaient Adam ou qui l'avaient connu par le passé, certains camarades de classe, d'anciens professeurs, etc. Toutes les personnes qui seront interrogées ou interviewées diront qu'elles n'ont aucune explication pour ce qu'il s'est passé. Beaucoup admettront que Adam avait une obsession pour les fusillades dans les écoles et particulièrement la fusillade de Columbine. Ils savaient tous qu'il avait une obsession pour les armes à feu et c'est vrai qu'il allait souvent au stand de tir avec sa mère. Je pense que c'est une question intéressante de se demander quel est le pourcentage de tueurs de masse qui se sont entraînés avant ou pas et si ça impacte le nombre de victimes. On arrive au chapitre sur l'historique de Adam Lanza. Donc il est né le 22 avril 1992 dans le New Hampshire. Ses parents divorcent quand il a 9 ans. Adam va vivre avec sa mère dans la maison familiale et son frère va déménager à New York après le lycée. Son père paye une pension alimentaire d'un montant environ de 290 000 $ par an. Dans les premières années de sa vie, en fait, Adam aura énormément de mal à s'exprimer, il aura du mal à apprendre à parler et il va être rapidement diagnostiqué comme souffrant d'autisme. Dans son dossier médical, un médecin expliquera que lorsqu'Adam essayait de parler, de s'exprimer et qu'on ne le comprenait pas, il était très frustré, à tel point qu'il en venait parfois à être violent, il crachait, il criait, il frappait aussi. Il essayait de parler plus fort dans l'espoir d'être compris et il n'essayait pas, comme la plupart des autres enfants, d'utiliser un langage corporel ou des gestes par exemple. Avec les autres enfants, Adam a fini par abandonné puisque personne ne pouvait le comprendre, donc il a commencé à s'isoler. En dehors de ces brefs moments violents dans les premières années de sa vie, Adam n'a jamais fait preuve d'agressivité. D'ailleurs, quand il a commencé à grandir, il n'avait plus aucun problème à s'exprimer clairement et à se faire comprendre, et il s'est même fait
quelques amis, donc il n'était pas isolé à 100%. Beaucoup de ses camarades d'école se rappellent de lui comme étant très distant et ne montrant aucune émotion. Certains vont même rapporter qu'il se faisait tyranniser, ainsi que les parents de Adam et son frère, à qui il en avait parlé. Pendant quelque temps, il va jouer au baseball, mais il va finir par arrêter puisqu'il n'aime pas ça. Certains experts expliqueront que le problème du développement du langage d'Adam est à l'origine du fait qu'il aimait autant être isolé. Il se sentait différent et il était simplement plus à l'aise seul. Rapidement, les médecins vont aussi s'apercevoir qu'il souffre de troubles obsessionnels compulsifs et d'hypersensibilité sensorielle. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'Adam était très sensible aux textures, aux sons et aussi à la lumière, et évidemment, ça n'a fait que renforcer son désir de s'isoler. Il passait de plus en plus de temps dans sa chambre ou dans le sous-sol de la maison. Ce qu'il n'aimait pas à l'école, c'est que ses camarades pouvaient être parfois très bruyants, et des fois, il n'aimait pas les couleurs de leurs vêtements qui étaient trop vives. Dans une chatroom sur Internet, un jour, il écrira à un ami, à un de ses contacts, que pour lui, les relations avec les autres n'ont absolument pas d'aspect physique. Tout ce qui compte, c'est la communication, et c'est quelque chose qu'il trouve sur Internet. Quand il a environ 14 ans, Adam s'isole de plus en plus, au point même de refuser que sa mère entre dans sa chambre, et beaucoup diront plus tard que c'est la raison pour laquelle elle n'a jamais vu le gigantesque tableau Excel qu'il a écrit lui-même, qu'il a fait lui-même, une liste de tueurs de masse. On suppose également qu'elle n'a pas vu d'autres éléments qui ont été retrouvés dans sa chambre par la police, à savoir des dessins très perturbants, des textes qu'il a écrits lui-même, notamment l'histoire d'une grand-mère méchante qui tue les enfants avec sa canne. Dans cette histoire, Adam décrit un jeu qu'il appelle cache-toi et va mourir. Bon, c'est quand même un peu flippant. Quelques mois avant la fusillade, Adam s'était isolé à tel point qu'il quittait très rarement sa chambre et il ne parlait même plus à sa mère, il communiquait avec elle en lui envoyant des emails. En fait, il n'était pas fâché contre elle, c'est juste qu'il avait besoin d'être seul dans sa chambre. Et il avait d'ailleurs écrit une liste de raisons pour lesquelles il ne voulait plus aller à l'école, ce qui incluait entre autres qu'il n'arrivait pas à apprendre de la façon dont l'école enseignait. Pendant l'adolescence d'Adam, sa mère voulait vendre la maison et déménager en Caroline du Nord ou à Washington, et à ce moment-là, l'intention d'Adam, c'était de soit aller dans une école spécialisée ou de trouver un travail dans l'informatique. A priori, Adam, il a l'air d'être plutôt proche de sa mère. Certains de ses camarades d'école diront que c'est ce qu'il leur avait rapporté et que c'était la seule personne à qui il pouvait parler, mais d'autres vont dire exactement le contraire en rapportant quelque chose qu'il leur a dit, qu'un jour sa mère lui a posé la question de savoir s'il se sentirait mal s'il devait lui arriver quelque chose. Et il lui a tout simplement répondu non. Il aurait aussi visiblement dit à certains amis qu'il n'avait pas de connexion émotionnelle avec sa mère. Jusqu'à ses 18 ans, Adam voyait son père assez fréquemment, ils allaient faire des randonnées, ils jouaient aux jeux vidéo, ils sont allés sur un stand de tir mais seulement 2 fois, et ils faisaient plein de choses différentes, plein d'activités ensemble. Pour une raison ou pour une autre, leur relation s'est détériorée et ils en sont arrivés à un point où ils ne s'envoyaient que quelques emails de temps à autre. Et c'était la même chose avec son grand frère Ryan, ils ne s'étaient pas vus depuis 2010, donc 2 ans avant la fusillade. Dans les documents qui ont été retrouvés dans la maison familiale, Adam écrit à propos de la pédophilie que c'est une forme d'amour. Selon lui, l'enfant devrait avoir le choix. D'ailleurs, il a écrit une sorte de scénario qui s'appelle Love Bound, et c'est une histoire d'un enfant de 10 ans qui rencontre un homme de 30 ans, et un psychanalyste interprétera ça plus tard comme étant une expression d'une sorte de désir de besoin de compagnie, d'amitié, une amitié qui deviendrait une relation sexuelle avec un homme. Mais dans un autre document, il a aussi fait la liste de caractéristiques qu'il cherchait chez une femme, donc on ne sait pas trop s'il est homosexuel ou s'il est hétérosexuel. Il explique aussi qu'il serait un très bon père parce que, et je cite, « Mon enfant grandirait dans un environnement où il serait libre, je ne le soumettrai pas à mes opinions, je l'encouragerai à penser par lui-même ou par elle-même. » Fin de citation. Dans un autre texte, il défend aussi l'anorexie, et il a également fait une liste des raisons pour lesquelles il estime que être mince, c'est mieux que être gros. Les gens minces sont gracieux, les gros ne peuvent pas rentrer partout, et je ne veux pas laisser de traces de pas quand je marche dans la neige. Bon, alors à moins d'être lui, je pense pas que ça puisse arriver. Mais bon, il explique aussi dans un autre texte qu'il ne comprend pas pourquoi les religions condamnent le suicide, puisqu'il estime que c'est une sorte de voie rapide vers le paradis. Il pense aussi que c'est une façon de mettre fin
aux souffrances de la vie sur Terre. Et dernier mais pas des moindres, il estime aussi que mourir c'est plus moral, tout simplement parce qu'on n'aurait plus la capacité à commettre des actes immoraux. Et c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est toujours vivant. Il écrit aussi souvent qu'il méprise l'humanité et particulièrement ses parents. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de date sur les éléments qui ont été retrouvés dans la chambre de Adam, mais les médecins ont estimé que la violence dont il faisait preuve dans ses écrits, dans ses dessins, était grandissante. Lorsque l'autopsie va être faite sur le corps d'Adam, elle révélera qu'il n'avait pris aucune drogue, aucun médicament. En fait, il n'était tout simplement pas intéressé par ce genre de choses et il a écrit à ce sujet. Alors juste pour citer un dernier élément qui a été trouvé dans ses écrits, j'ai été agressé sexuellement une 12aine de fois par différents adultes, on m'y a forcé, ils me touchaient le corps jusqu'à ce qu'ils commencent par me tripoter le pénis. Qu'est-ce que ces adultes avaient tous en commun? C'était tous des médecins et chacun était encouragé par mes parents à le faire. Alors beaucoup d'experts expliqueront le fait que Adam avait le sentiment de se faire violer parce que tout simplement il était hypersensible et qu'il détestait qu'on le touche. Pour un enfant qui souffre et d'autisme et d'hypersensibilité sensorielle, on peut comprendre que c'était quand même très gênant. Mais de là à qualifier ça d'une agression sexuelle, dans l'avant-dernière phrase, il explique que chaque enfant est victime de ça, c'est pas un abus sexuel, ça entre pas dans la définition légale d'un abus sexuel, c'est juste se faire ausculter par un médecin. Dans les rapports de police, qui, je le rappelle, correspondaient à environ l'intégralité de tout le contenu de la librairie dans La Belle et la Bête, il y avait une liste de jeux vidéo qui ont été retrouvés dans la chambre d'Adam. Donc on a GTA, Doom, Half-Life, Left 4 Dead. Alors, les noms de ces jeux, on dirait une prophétie. J'insiste quand même sur le fait qu'il y a écrit « inclus, mais ne se limite pas à ». Et je ne dis absolument pas ça pour prendre la défense de Adam Lanza, mais j'ai quand même trouvé que c'était pas juste de uniquement lister les jeux vidéo qui sont considéré comme violent. Il avait une tonne d'autres jeux qui ne l'étaient pas, comme Mario, et d'ailleurs un de ses amis dira plus tard que c'était son jeu favori et qu'il y jouait beaucoup plus qu'il jouait à d'autres jeux. Il aimait aussi beaucoup jouer à Dance Dance Revolution. Alors j'ai trouvé ce clip où on le voit en train de danser. Donc comme je le disais, je trouve vraiment que ce soit pas juste envers l'industrie des jeux vidéo, que dans les rapports de police, on est vraiment mis en lumière uniquement les jeux qui sont violents. Personnellement, je joue aussi à des jeux violents, il y a énormément de personnes pour qui c'est le cas, ça ne veut absolument pas dire que on est des personnes désensibilisées à la violence, et j'assume absolument ce que je dis, et je sais que je ne suis pas la seule. Laisse un commentaire pour donner ton avis sur la question, surtout si tu n'es pas d'accord. Ça m'intéresse quand les gens ont des opinions différentes, on a le droit de pas être d'accord, on peut toujours en parler dans le plus grand des respects et se comporter comme des adultes, n'est-ce pas? Si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu sais que le gaming, j'aime beaucoup ça, et d'ailleurs j'ai l'intention de commencer une chaîne sur Twitch. Dis-moi si jamais ça t'intéresse. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire des sessions live et on pourrait parler des affaires dont il a été question dans mes vidéos, on pourrait parler également de suggestions que tu aurais pour une prochaine affaire. Bon, même si ça va pas dans le sens de mon propos, il faut que je partage cet élément, parce que je pense qu'il est quand même important, sans oublier bien sûr que dans cette affaire, il est question d'une personne qui souffre de maladie mentale. Le document qui a été trouvé dans la chambre d'Adam, donc l'espèce de grand tableau Excel où il référençait tous les tueurs de masse, en tout cas ceux qu'il admirait, il avait référencé le nombre de victimes et le nombre de personnes qui avaient été blessées et aussi les armes qui avaient été utilisées. Il y a un policier qui s'est exprimé à ce sujet aux infos et qui a dit que c'était le travail d'un joueur de jeux vidéo. Il estime que l'intention d'Adam en fait c'était de mettre son nom en haut de cette liste. Et donc il y a eu un parallèle qui a été établi entre ce document qu'il a créé et les classements qu'on trouve dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs l'officier de police ajoutera quelque chose qui est vraiment très pertinent, c'est le fait qu'il n'a pas choisi une école primaire pour rien. C'est probablement parce que, étant donné que les victimes potentielles étaient très jeunes et qu'elles ne pouvaient pas se défendre, et ben ça lui permettrait d'avoir un plus gros volume de victimes, un peu comme quand tu joues en mode facile. Il y a un autre policier, alors je sais pas si c'est le même, mais il y a un policier qui a également parlé du côté très tactique de recharger son arme, et c'est quelque chose qu'il a probablement appris dans les jeux vidéo. En fait, on recharge avant même d'être à court de balles, et il assimile ça aussi aux formations des policiers. Visiblement, c'est aussi ce qu'on leur apprend en académie de police. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on devrait bannir les jeux vidéo violents? Si on le fait pour les jeux vidéo, ça devrait être aussi applicable aux films et aux séries qui sont violents. On se rappelle notamment de la fusillade dans le cinéma lors de l'avant-première du film Batman. On pourrait aussi bannir tout ce qui est true crime, que ce soit documentaire, que ce soit chaîne YouTube, pour que ça ne donne d'idées à personne. On ne devrait pas non plus en parler aux infos pour que ça donne d'idées à personne. Enfin, du coup, elle est où la limite? Jusqu'où on doit aller pour empêcher les gens de commettre des tueries, que ce soit des tueries de masse
ou pas? Est-ce que le problème vient pas plutôt des armes, et pas des armes digitales? Il y a eu une réunion qui a été organisée en 2018 par Donald Trump quand il était encore président, donc c'était une réunion pour un peu parler de violence dans les jeux vidéo. Beaucoup de parents des victimes de la tuerie de Sandy Hook s'exprimeront par rapport au port d'armes. D'ailleurs, il y a la mère d'une des victimes, je crois que c'est la maman de la petite Grace, qui s'est exprimée à la télévision, elle a fait une interview et elle a parlé du fait que si les personnes qui font les lois, et notamment les lois concernant le port d'armes, si elles avaient été dans la même situation que elle et son mari, elle estime que probablement dans ce cas-là, il comprendrait sa position à elle. Mais bon, quand c'est une question d'argent, c'est difficile de faire bouger les choses. La dernière chose que je voudrais dire pour clore le chapitre sur les jeux vidéo, c'est le fait que c'est vrai que moi je parle en tant qu'Européenne. Et donc, on n'a pas de violence liée au port d'armes ici, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc je peux comprendre que le gouvernement essaie de s'attaquer à l'industrie des jeux vidéo, même si à mon sens c'est clair que c'est pas la cause du problème, la source du problème. Et je voudrais aussi rappeler que les jeux vidéo qui sont violents, ils ne sont pas faits pour des personnes qui sont jeunes. Sur les boîtes des jeux vidéo, il y a des limites d'âge, tout comme on trouve ça dans des films ou dans des séries. Maintenant, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités et de contrôler les choix que font leurs enfants. Tout comme on ne laisserait pas un enfant de 10 ans aller dans un club de striptease, on ne devrait pas laisser un enfant jouer à ce genre de jeux vidéo. Je vois venir les gens qui vont me dire que quand on y joue, c'est pas la même chose que quand on regarde, mais encore une fois, c'est pas pour rien qu'il y a des limites d'âge sur ce genre de contenu. Donc voilà, les jeux vidéo ne sont pas à blâmer, ils ne sont pas responsables. Alors on va parler maintenant de la mère de Adam, Nancy Lanza, étant donné le rôle que beaucoup lui ont attribué dans ce qui s'est passé. Donc au moment des événements, elle a 52 ans. Elle est décrite par sa famille et ses amis comme une personne très généreuse, comme une bonne mère, elle est très protectrice envers son fils. Par rapport à sa passion pour les armes à feu, alors tout le monde n'a pas dit exactement la même chose. Alors certains disaient qu'elle en parlait très occasionnellement, et c'était plutôt un hobby et pas une obsession, mais des membres de sa famille rapporteront qu'elle aimait énormément les armes parce qu'elle était obsédée par ce qu'on appelle le Doomsday Prepping. Le Doomsday Prepping, c'est en gros préparation à l'apocalypse. Elle se préparait pour un effondrement économique. Certains de ses amis admettront qu'ils ne savaient même pas ce qu'elle faisait comme métier. En fait, elle ne travaillait pas. Son mari lui donnait une très grosse somme d'argent comme pension alimentaire, donc en fait, elle n'avait pas besoin de travailler. Elle leur disait aussi que le fait que son fils soit malade, c'était la raison pour laquelle elle ne travaillait pas. Elle confiera aussi à ses amis parfois qu'elle se sent souvent submergée, elle s'inquiète énormément pour son fils, elle s'inquiète de ce qui lui arriverait à lui si quelque chose devait lui arriver à elle. Ses amis étaient conscients de tout ce que ça voulait dire pour elle de s'occuper de son fils Adam. Par exemple, il n'aimait pas que sa nourriture soit placée d'une certaine façon dans son assiette, il changeait souvent de vêtements dans la même journée, et particulièrement ses chaussettes. Sa mère, elle recevait très peu d'amis à la maison parce qu'elle avait du mal à contrôler son fils, elle le formulait comme ça, et les peu de fois où elle avait des amis qui venaient leur rendre visite, ils avaient des instructions strictes à suivre, et notamment le fait de ne pas toucher Adam. De toute façon, si quelqu'un était à la maison, Adam était très souvent dans sa chambre. Il n'aimait pas les gens, il n'aimait pas qu'il y ait beaucoup de gens autour de lui, même les personnes qui travaillaient dans leur maison, ou des livreurs aussi, ils avaient pour consigne de parler à Nancy uniquement à l'extérieur, et ils avaient aussi pour consigne de ne pas sonner à la porte. Nancy avait un chat dont elle a dû se débarrasser, puisque Adam ne voulait plus qu'il soit dans la maison. Il n'aimait pas les célébrations, il n'aimait pas les anniversaires, il ne ressentait pas d'émotion, enfin c'est comme ça que elle le formulait à ses amis. Il n'avait jamais d'arbre de Noël, par exemple, quand c'était les périodes des fêtes, et la situation venait vraiment de plus en plus difficile pour Nancy. Il y avait une rumeur selon laquelle elle travaillait à l'école Sandy Hook, mais en fait elle n'y travaillait pas. Donc comme on peut le voir sur cette carte de Noël qui a été retrouvée à son domicile, dans cette carte le personnel de l'école en fait la remercie parce qu'elle fait souvent du volontariat dans cette école, enfin elle en faisait quand Adam était un élève dans l'école, mais elle n'en a plus fait depuis. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui ont pointé le doigt sur Nancy par rapport à ce qui s'est passé, et pas seulement les médias, mais aussi des experts, des médecins, des psychologues, etc. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'il y avait vraiment des signes flagrants et évidents, et personne n'a rien fait, et surtout elle. Mais du coup, je me suis demandé si vraiment les gens savaient, est-ce que vraiment les gens ont remarqué, pas seulement elle, mais aussi les médecins qu'il a pu voir, ou le personnel à l'école, les dessins dont il était l'auteur, ou les textes qu'il a écrits. On ne sait pas si quelqu'un d'autre que lui les a vus. Ils ont été trouvés dans sa chambre dans laquelle personne n'avait le droit d'entrer, et on ne sait pas s'il faisait le même genre de dessin ou le même genre de texte
quand il était à l'école. Et je précise aussi qu'à un moment donné, il a commencé à avoir un peu moins de problèmes, en tout cas c'était pas aussi grave que dans les premières années de sa vie, il commençait à avoir des meilleures notes et il a commencé aussi à se faire quelques amis. Il y a énormément de personnes qui ont interprété le comportement de Nancy comme du déni, un déni total de la situation. Certains estimaient qu'elle acceptait beaucoup trop que son fils impose des règles. Il y a quand même un médecin qui a prescrit un traitement qu'elle a refusé. Il y a aussi certains médecins qui ont essayé de mettre en place des évaluations psychologiques, c'est quelque chose qu'elle a aussi refusé, et elle pensait que la solution c'était tout simplement que son fils soit scolarisé à la maison. Alors j'imagine que de son point de vue à elle, elle a probablement estimé qu'elle avait fait de son mieux, et c'est vrai que dans les photos qui ont été prises par la police à son domicile, il y avait énormément de livres autour de l'autisme. Elle a aussi essayé quand même à un moment de l'emmener voir des médecins, mais c'est vrai qu'elle refusait toujours que son fils prenne un traitement. Par rapport aux armes, là c'est vrai qu'il n'y a aucun argument pour la défendre, c'est clair que c'était absolument pas une bonne idée d'avoir autant d'armes dans une maison où il y a un enfant qui est autiste. Elle aime aller au stand de tir, qu'elle aille au stand de tir, mais il n'y a pas besoin de ramener les armes à la maison. Ou alors qu'elle les mette dans un coffre et que personne puisse y avoir accès. Le problème c'est qu'elle a emmené son fils avec elle au stand de tir. Donc là c'est clair qu'il y a un problème. Et je rappelle aussi qu'elle l'a autorisé à avoir son propre coffre-fort dans sa chambre, dans lequel il y avait des armes et des munitions. Et ça, c'est clairement quelque chose qui a été établi comme ayant eu un rôle majeur dans la tragédie. Après, je précise quand même que dans la fusillade de Columbine, on suspectait un des auteurs de souffrir aussi d'autisme, sauf qu'il n'a jamais été diagnostiqué, et lui, il a réussi à se débrouiller pour obtenir des armes sur Internet. Donc la question c'est, est-ce que Adam aurait vraiment fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas eu les armes à portée de main dans sa maison. Dans cette affaire, il a été aussi question de la vie privée des enfants, enfin de l'intimité qu'on leur accorde. Est-ce que Nancy lui en a donné trop? Le fait qu'elle accepte par exemple de ne jamais rentrer dans sa chambre dans laquelle, je le rappelle, il avait un tableur imprimé Excel géant avec une liste de tueurs en série, chambre dans laquelle il avait un ordinateur et va savoir ce qu'il faisait quand il était sur internet, et chambre aussi où il y avait les dessins et les textes qui peut-être auraient pu l'encourager, si elle les avait vus, à accepter que son fils suive un traitement médical. Quand il est question de la vie privée qu'on accorde à un enfant, de l'intimité qu'on accorde à un enfant, comment on doit se comporter en tant que parent, et comment est-ce qu'on fait évoluer ce processus quand ils entrent dans la vie adulte. Il y a un médecin qui s'est exprimé sur le fait que Nancy ait accepté de ne jamais rentrer dans sa chambre, il a expliqué qu'elle le surprotégeait du stress, et c'est ça qui a encouragé à ce que Adam souhaite s'isoler de plus en plus. Ça a progressé à un tel point qu'il ne quittait quasiment plus sa chambre, en tout cas dans les mois qui ont précédé la fusillade. Et cette dépendance d'Adam envers sa mère, visiblement, elle allait aussi dans l'autre sens. Il a été découvert que Nancy se confiait énormément à son fils. D'ailleurs, dans un email, il lui dit « Si tu penses que tu as gâché ta vie, comme tu l'as insinué, tu ne gagneras rien à vivre dans le regret, tu ne feras que déprimer. Tu ne peux pas changer le passé. Une chose est sûre, peu importe que tu sois encore vivante dans 1 an ou dans 100 ans, le jour où tu mourras, tu regretteras de t'être autant fait du souci plutôt que de penser à ce que tu voudrais faire. » Fin de citation. Alors là, je sais vraiment pas quoi penser de ça. Enfin bref. Je voudrais juste terminer avec quelques mots sur l'autisme et la psychopathie. Il a été question de ça dans plein d'articles sur l'affaire Sandy Hook. Petit rappel, l'autisme, c'est en gros des difficultés dans les interactions sociales, difficultés dans la communication et intérêt restreint ou comportement répétitif. Alors chacune de ces 3 catégories peut avoir un sens très différent d'une personne à l'autre. Dans le cas d'Adam, qui par exemple était hypersensible, il avait du mal à supporter les bruits forts, les lumières très vives, les couleurs très vives aussi, mais pour d'autres autistes, ça peut être exactement le contraire. En fait, ils n'auront pas conscience du monde qui les entoure, et ils seraient comme un peu dans une petite bulle sensorielle, dans leur petit monde sensoriel. Donc on peut être soit hypersensible ou hyposensible. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le trouble du spectre de l'autisme, parce que dans chacune de ces grandes catégories, il y a des déclinaisons de différents troubles, il y a différentes variations. Pour la psychopathie, alors la psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial, un manque de remords et d'empathie. De ce que j'ai réuni dans mes recherches sur la question de l'autisme et de la psychopathie, la raison pour laquelle on confond souvent les deux, c'est à cause de l'aspect de l'empathie, ou du coup de manque de l'empathie pour être plus précise. Sachant que le problème du manque de l'empathie, il n'est pas inhérent à l'autisme, il y a certaines personnes autistes qui sont incroyablement empathiques et d'autres qui ne le sont pas, mais les psychopathes sont définis comme antisociaux. Donc là, il y a peut-être des éléments qui ont, disons, un tronc commun, une sorte de tronc commun, c'est pas pour autant qu'ils sont liés. Ce que ça veut dire dans le cas de Adam et dans le cas de violences qui sont remarquées chez les personnes autistes, c'est qu'il y a
très souvent un autre trouble qui est associé, comme par exemple la psychopathie, même si c'est quelque chose qui reste très très rare. La question a été posée à certains experts qui se sont exprimés sur la question de la fusillade de Sandy Hook et de Adam Lanza, à savoir est-ce qu'il y a des comportements violents, meurtriers qui sont inhérents aux troubles de l'autisme. La réponse est non, mais en vérité, s'il y a des violences, ça reste très rare, mais du coup c'est probablement lié à un autre trouble de la personnalité. Il est question de peut-être ajouter une sous-catégorie au spectre de l'autisme. Cette sous-catégorie, alors il y a certains docteurs qui l'appellent Criminal Autistic Psychopathy, donc il n'y a pas d'équivalent en français, mais en gros on pourrait dire l'autisme psychopathe criminel. Adam Lanza ferait donc partie de cette catégorie, même si elle n'existe pas officiellement. Donc juste pour être clair, la violence ou les tendances criminelles ne font pas partie des symptômes de l'autisme. D'ailleurs, plusieurs personnes ont précisé que les personnes qui souffrent d'autisme sont beaucoup moins susceptibles de commettre un crime et elles sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'un crime. Dans le cas d'Adam Lanza, il y a un autre élément qui a été pris en considération, c'est le fait qu'il était anorexique. Il mesurait 1m83 et il pesait 51 kg. Son anorexie a non seulement fortement impacté ses fonctions cognitives, et elle aurait peut-être aussi causé des lésions cérébrales. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que mon visage ne t'a pas trop manqué. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisse un commentaire, des commentaires, et comme d'habitude, ah non j'ai oublié le random item review, j'en ai préparé un pour ce soir. Bon, encore une fois c'est pour les filles, mais encore une fois ça peut être aussi un cadeau super sympa. Le eyeliner de ma life, c'est celui-là, Ultra Précision de L'Oréal. Désolée, je crois que c'est flou. Et en fait, ce que je kiffe avec ce eyeliner, c'est qu'il est même pas waterproof, mais en fait, il va pas smudge. Comment on dit smudge? C'est vraiment la fille qui parle que anglais. Si tu le portes pendant l'été, par exemple, et que tu transpires un peu, il va pas transférer sur ta paupière d'en haut, ou là en bas. Ça m'arrive souvent avec d'autres eyeliners ou avec du crayon, mais jamais avec celui-là. Crash test. En plus, il coûte que 10-12 euros, alors selon le magasin où tu l'achètes. Et si jamais t'es à Londres, achète-le là-bas parce que bizarrement, malgré que L'Oréal ce soit une marque française, ici il coûte toujours plus cher. Bah voilà, c'est tout pour moi. Donc comme d'habitude, je l'ai déjà dit, mais abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et voilà, c'est tout pour moi. Bye.